Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu? Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu. Lorsqu'il sera trop tard. Planète Terre. Bon, il y a eu les accords de Kyoto 96-97, donc moi, pendant nos études, on avait pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on était dans les excès. Bon, on est toujours, je crois, dans des excès. Mais moi, je n'ai pas arrêté de garder en les coûts de ça, je dépenser en dit dans poche moyen, je vais garder le coût de mon engagement. Parce que nous avons parlé que la planète a chauffé, nous avons parlé de pollution, nous avons parlé de la guerre parce que nous savons des gens qui envahissent les gens sous des feux fallacieux, alors que c'est des pétroles là qui sont allés. Et que c'est un manière pour moi de dire ces messieurs que je ne suis pas d'accord et puis manière fonctionner. Et bon, on s'est dit qu'on n'allait pas faire comme les autres, quoi. Même au début, ça paraissait atypique. Les amis qui venaient disaient « c'est fou, vous êtes fous ». Puis maintenant, c'est devenu une tendance, une mode. La maison aujourd'hui est le départ de quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais c'est effectivement un laboratoire familial, je dirais, la cellule familiale étant quand même un petit peu la base des sociétés, quelle qu'elle soit. Et on va pouvoir, sur chaque famille, et en fonction du milieu social ou autre, adapter ce développement durable à chacun d'entre nous. En fait, c'est deux individus qui se sont rencontrés et qui ont, dès le départ, eu envie de créer ce type d'environnement. Utiliser les éléments naturels avec les animaux, les poules, les cabris, les moutons. Tous ces petits gestes-là, mis bout à bout, d'un individu à l'autre, finiront sur une communauté à avoir une démarche de développement durable véritablement intéressante. Parce qu'on a beaucoup trop gâché, on a beaucoup trop fait de bêtises sur notre génération. Et je pense que la suivante ne doit pas payer, mais au contraire, être dans une démarche intelligente d'utilisation des matériaux que l'on a autour de nous. Le bioclimatique va devenir quelque chose de normal et d'indispensable. À cause de la crise de l'énergie. À cause de la crise de l'énergie, et puis aussi à cause de l'écologie planétaire. Nous sommes dans les dernières minutes du non-retour. En France, un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'habitat. Conscients des conséquences que peut entraîner le réchauffement climatique sur leur île, certains Martiniquais ont fait des choix judicieux en construisant des maisons bioclimatiques. Une architecture qui allie un savoir-faire issu de la tradition séculaire créole et des technologies de pointe. En climat tropical humide, c'est-à-dire au climat qui existe en Martinique, pour obtenir un bâtiment confortable, il faut la combinaison d'une protection efficace de l'enveloppe, c'est-à-dire la toiture, les façades et les baies, et aussi une bonne ventilation intérieure qui permet d'évacuer les apports sur l'externe et aussi les apports intérieurs. Et pour ça, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Il faut, dans la mesure du possible, orienter sa maison et notamment les façades principales face au vent dominant. En l'occurrence en Martinique, face aux alizés qui soufflent du secteur est-nord-est vers le sud-ouest. Mais l'implantation du logement par rapport au relief se révèle aussi essentielle. Le vent devient turbulent quand il rencontre des obstacles. Ainsi, une maison située au pied d'un morne ou d'une falaise ne sera pas ventilée. On va aller pour la nature, parce que là, bois, il est naturel, mais on a un esprit naturel aussi, il faut pas travailler pour la nature, là, sur les réussir ça, on va faire. Alors, on va chercher sans vent, à l'état, on va trouver sans vent, on va garder l'avant qui a passé à l'état, on va placer quelque chose. En même temps, sur le créer courant d'air, on va créer un courant d'air dans le là aussi, quoi. En cas, c'est un investissement qu'on fait pour longtemps. Et c'est côté, et tu vas passer le plus en partie de temps. Quoi passer, ou quoi vivre, ou quoi poser quoi, ou quoi. Donc c'est un bagage qui a venu, pas seulement dit un coup de cœur ou un coup de folie, mais dit en réflexion. Ça peut partir d'une grande réflexion. Si nous avons la chance d'y les alizés qui a soufflé pratiquement 250 jours on dit dans l'année. Donc qu'il a orienté pour nous tirer en meilleure partie d'Ivan. Alors la semaine dernière, vous avez travaillé donc sur le tremblement de terre. On avait donc imaginé un grand tremblement de terre qui avait détruit le collège Saldès. Il va falloir que vous vous abritiez
Et donc vous construisiez une cabane. Lorsque vous faites le plan de votre cabane, il faut choisir la forme, mais aussi l'orientation. Sachant qu'ici, vous avez l'ouest, vous avez donc le soleil qui se couche ici. D'accord? Ici, c'est l'est. J'ai dit que c'était des vents qui venaient de l'est, donc les vents arrivent par là. Est-ce que vous pensez, si je prends cette forme-là, que cette orientation est bonne? Si on a choisi d'orienter cette maison de cette manière, sur une forme de L, c'est parce qu'on connaissait déjà beaucoup le terrain. Et justement, le problème de ce terrain, c'est qu'il est situé en soleil couchant. Et le soleil couchant, ça veut dire beaucoup de chaleur. Et il fallait absolument qu'on conçoive une architecture pour optimiser un maximum la ventilation. Il faut jouer avec ça au niveau de la topographie pour permettre d'avoir la bonne ventilation en sachant pertinemment qu'il ne faut pas que la maison soit mal orientée en termes d'ouverture. Alors, si vous voulez créer un courant d'air, moi, je toujours créer un courant d'air. Je vais mettre en la porte, je vais mettre deux la porte face à face, hein, par exemple. Hein. La porte là, il correspond depuis la porte chambre. Alors là, ils vont sortir par en face mon là, il va balayer toute caille là, comme ça. Hein. Alors, vous pouvez dans la salle, vous pouvez prendre vent, vous pouvez dans la chambre. C'est comme si des belles tourner comme ça toute la journée, quoi. Et même pour les fenêtres aussi, hein, c'est pareil, quoi. La fenêtre là, il faut toujours mettre la fenêtre qui toujours correspond face à face. Comme ça, là, il sort par là, il monte, il traverse ce sens là, et là, il va sortir par là, il va virer, traverser ce sens là. Comme ça, des gars font en croix. Pas besoin de clim. Ça, c'est une imagination pour naturel, quoi. Parce que le but, c'est de faire avec la nature. Cette chambre est grande, donc on a pu mettre deux ouvertures. Ça permet en fait un passage d'air, donc de courant d'air. Par contre, pour les chambres des enfants, qui sont beaucoup plus petites, on a été obligé de mettre au fond de la chambre des claustras pour permettre justement ce courant d'air. Du côté du salon, par contre, on n'a pas du tout besoin de climatisation parce que les plafonds sont hauts. La chaleur comme ça monte et en plus, il y a des ouvertures sur toutes les façades. Donc comme tu vois ici, donc on a tout un système d'aération, de grilles d'aération qui sont tout autour de la maison, devant, derrière, sur tous les côtés, donc qui permettent de ventiler, d'aérer les combles en permanence de façon que la chaleur ne s'accumule pas entre le faux plafond et la tôle. Quand je suis arrivé aux Anses d'Arlay, il existait déjà une maison sur le terrain. C'est une maison dans laquelle je venais régulièrement passer des vacances. On peut voir la véranda qu'il y a devant, toutes les fenêtres persiennées, la porte avec des persiennes, les volets avec des persiennes tout autour de la maison. J'ai voulu conserver l'aspect bioclimatique et puis appliquer un peu ce que j'avais pu apprendre au cours de mes études pour en faire une maison moderne et agréable à vivre. L'air arrive par cette ouverture, s'échappe par toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée, mais aussi, comme on peut le ressentir, l'air passe à travers le filet et remonte et ressort par les grandes baies de l'étage. En milieu urbain, la ventilation naturelle se fait rare du fait des nombreux obstacles, tels que les immeubles ou les maisons individuelles. L'architecte Franck Hubert, pionnier en matière de construction bioclimatique, explique comment bénéficier d'un vent artificiel grâce à la création du thermosiphon. Ces techniques d'habitat bioclimatique étaient connues il y a très très longtemps, mais malheureusement elles ont été abandonnées, méprisées depuis pas mal de décennies. Et puis alors quand la climatisation électrique est arrivée, alors là c'était complètement foutu. Peut-être que tu as gaspillé un peu d'espace, hein, parce que tu aurais pu utiliser ça mieux, quoi. Ben voilà, le vide. C'est ça l'impression qu'on a, c'est qu'il y a de l'espace perdu, mais en fait c'est de l'espace vide, mais il n'est pas perdu. Le vide qui est créé dans cette espèce de puits, eh bien, il nous fait oublier le reste des volumes. Or, il a un rôle très précis, c'est lui qui a le rôle de régulateur bioclimatique. C'est très simple. Les persiennes qui sont là-haut, les plus grandes et les plus hautement installées, c'est elles qui déclenchent le flux traversant. Ça aspire l'air par là. Ça aspire parce que les masses chaudes sont là. Elles ont tendance à s'élever et à sortir. Mais quand elles sortent, elles créent cette dépression.
Et ça fonctionne même la nuit, puisque la nuit, les matériaux ont chauffé toute la journée. Donc, nous avons un résiduel. N'est-ce pas? D'accord, je comprends. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ça de persiennes un peu partout. Exactement, c'est l'explication des persiennes qui sont soit pour l'évacuation, soit pour l'arrivée d'air frais, d'air nouveau, on va dire. Nous sommes en plein Terre-Saint-Ville, il ne faut pas trop compter sur les alizés. Donc le vent qui passe là, que nous ressentons actuellement, c'est un vent créé, quoi, en fait, c'est pas le vent de dehors. Absolument, à certaines périodes, c'est un vent entièrement créé, ce n'est pas le vent de dehors. C'est important à savoir. Et il faut savoir aussi que ces dispositions-là peuvent être recréées, même dans un bâtiment qui n'était pas bien conçu au départ. On peut le refaire en intervenant a posteriori sur le bâtiment. Alors, la rupture des deux toitures permet l'échappée de l'air chaud de façon à amorcer le thermosiphon et le flux traversant pour arriver au résultat bioclimatique. Dans toutes les pièces, nous avons une arrivée d'air basse. Et il faut bien retenir que l'arrivée d'air doit être basse, de façon à ce que dans le flux, nous ayons une diagonale qui intéresse tout le volume habité. Ici, en général, là, c'est avec ce petit engin que j'arrive à réguler parce que parfois il y a trop d'air, il y a trop de vent et il faut à certains moments aller régler. Une fois qu'on a régulé, on peut à l'intérieur des chambres récupérer cet air-là. C'est une création permanente. Hein? C'est ça qui est intéressant dans cette maison. C'est que tu vis avec la maison en permanence. Bien. Dans le cas où nous avons besoin d'amorcer le thermosiphon parce qu'il fait particulièrement chaud et qu'il n'y a pas de vent un jour donné, nous pouvons manœuvrer ces éléments-là, qui s'appellent des belles gombots. Ce sont des éléments persiennés, hein, qu'on peut régler à volonté, et qui permettent non seulement de jouer sur le flux arrivant, mais qui permettent aussi de changer en fonction de l'occupation des volumes, l'intimité, la luminosité par exemple. Bon, mon mari et moi on est toujours gai, hein, on n'est jamais fâchés. Je pense qu'on est content d'être dans la maison, on ne sort pas souvent. Quand on est chez nous, on reste dans la maison, on ne sort pas souvent. Et puis, et même nos amis, quand ils viennent nous voir, eh bien, je ne dis pas qu'on a du mal à les faire partir, mais on sent qu'ils sont bien. Ils ne partent pas de la maison. Alors, nous sommes à l'habitation Clément, sur le territoire de la commune du François. Alors, c'est un bâtiment qui fait partie du patrimoine architectural martiniquais. Alors, c'est vraiment un cas typique de l'architecture d'habitation de l'époque. Alors, en rentrant dans cette maison, on sent tout de suite la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Il fait bon, la température est agréable. Alors cela est dû au fait que cette maison respecte les deux grands paramètres de l'architecture bioclimatique pour les climats chauds humides, c'est-à-dire une enveloppe extérieure adaptée qui permet de limiter les apports solaires et une bonne ventilation traversante, une ventilation naturelle traversante qui est permise du fait qu'il y ait une admission et une extraction sous le vent et une grande porosité des façades due au grand nombre d'ouvertures qu'on trouve tout autour et qui permet effectivement au vent de traverser mais aussi d'être modulé hein, en fonction de sa vitesse. Alors, on constate aussi que sur les galeries, les plafonds sont assez hauts, ce qui permet à l'air chaud de s'élever et d'être évacué rapidement par le vent qui traverse. Et il faut savoir qu'un vent de 3-4 km/h permet d'abaisser la température de 4 à 5 degrés, ce qui est très intéressant et qui permet un bon confort thermique. Alors ici, on a un élément caractéristique des maisons d'avant, hein, ce sont des impostes. Ce sont des éléments qui permettent effectivement une ventilation entre les pièces. Aujourd'hui, ils sont très peu usités dans la mesure où les pratiques de vie ont changé et qu'à cause du bruit qu'il existe ou les isolations qu'on recherche en termes phoniques, ils sont de moins en moins utilisés et c'est dommage parce qu'ils participaient effectivement au confort climatique des habitations. Pour ne pas avoir chaud dans une maison, il faut également protéger la construction des rayons du soleil, avec des matériaux non conducteurs de chaleur, une végétation sur les 3/4 de la périphérie de l'habitation pour absorber la chaleur
et des couleurs claires sur les façades et les toitures pour une meilleure réflexion du rayonnement. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes choisissent des toits bleus, mais ces toits bleus-là, il faut savoir que ça garde la chaleur. Alors le mieux, c'est le toit blanc. Le toit blanc, ça réfléchit la lumière, donc du coup, on a de la chaleur qui passe par le toit un petit peu plus faible par rapport au toit sombre, bleu, rouge. Et puis, il y a le choix du gazon aussi. Le choix du gazon, j'aurais pu mettre un béton tout autour pour pouvoir éviter tout ce qui est boue, mais finalement, j'ai installé un gazon avec des pavés pour pouvoir faire circuler les véhicules. On voit qu'on a une charpente qui est complètement apparente et par-dessus, directement, les tôles. Alors, il s'agit de tôles sandwich. On a 2 tôles qui sont collées à de la mousse. Il y a une mousse qui est prisonnière de 2 tôles et qui est posée directement ici. L'intérêt, c'est que, comme on peut constater, la tôle reste froide et donc ça évite d'apporter de la chaleur par la toiture. L'avantage, c'est que ça ne permet de faire qu'une seule opération. En une seule opération, on a posé la tôle, l'isolant et le faux plafond. Cyclone qui a passé, la pluie peut tomber à tôt encore, il pas en goutte qui a passé. Et même si il a fait chaud aussi, je n'allais pas traverser par là parce que par là c'est en isolant, quoi. Hein. On peut rester nickel, la température pas trop changer en dedans là, quoi. Il va rester toujours même température là. Nous sommes à l'intérieur de la maison, qui a été construite en briques. Surtout, vous voyez la charpente, sa façon d'être construite en pente, très en pente, qui permet la visibilité de la tuile et qui nous donne une fraîcheur exceptionnelle, qui permet d'être dans cette maison et sans beaucoup d'ouverture, mais d'avoir, comment dire, c'est comme une climatisation, c'est l'effet de la terre cuite, de la tuile faite en terre cuite et la maison recouverte en terre cuite. Si vous avez le soleil qui se couche là, peut-être qu'il faudrait éviter de faire trop d'ouverture du côté où le soleil se couche. Alors des fois, suivant la configuration du terrain, on ne peut pas trop faire. Donc peut-être qu'il faut faire une avancée, hein, pour éviter à ce que les rayons du soleil viennent directement dans les pièces. Hein? Donc sur les façades est et ouest, la protection solaire est apportée par la couverture de la véranda, mais également par la végétation. Le soleil ne peut pas arriver jusqu'aux parois. Les parois sont bien protégées à la fois donc par cette couverture et la hauteur de la végétation qui n'est quand même pas trop près de la maison pour éviter tous les problèmes d'humidité que peuvent apporter la végétation ou les problèmes de feuilles mortes, etc. qui peuvent abîmer la toiture à la longue. Il faut voir la toiture très haut, par exemple, il aurait fait descendre puis déborder de toi, quoi, pour que la toiture descende vraiment bas, quoi, comme là, quoi. Hein? Donc, quand tu l'as remonté, bien, regarder, il n'y a pas de qu'à descendre. Quoi, hein? Alors, par là, il faut faire descendre juste là. Quoi. Comme ça, il y a un espace au moins 1 mètre. Quoi. Mais descendre très bas. Quoi. Alors, comme ça, regardez, vous mettez quoi comme ça, ou quand il y a au moins 60 cm seulement qui vont passer. Quoi. Là, il passe en bain comme ça. Il est entré, il a balayé dans toute maison. Hein? Alors, au panier, il faut l'appliquer avant d'entrer dans le là non plus. Et lui, ça servi aussi en protection. Pour façade qu'elle a aussi. Quoi. Pour moi, c'était très important de quitter ça aussi. Quoi, hein. Alors, c'est des gens qui ont réfléchi en l'eau, là, qui ont fait du travail. Quoi. Parmi les choix que j'ai faits pour lutter contre cette chaleur, j'ai installé une véranda en U, c'est-à-dire que quasiment toute la maison est entourée de vérandas. Ça évite que le soleil tape trop tôt sur les murs, donc réchauffe les murs. Ce mur-là, il est en mur rouge, en briques rouges, c'est-à-dire que c'est les briques depuis des années qu'on l'utilise pour isoler la maison de la chaleur. Donc c'est des briques rouges. La brique rouge, fabriquée par la poterie des Trois-Îlets depuis 1783, est un matériau naturellement isolant. Elle présente de nombreuses autres qualités. La brique, elle est un matériau HQE, haute qualité environnementale, puisqu'elle est composée essentiellement d'argile, qui est une roche, d'eau, et elle est cuite avec du feu. Bon, c'est tout, il n'y a aucun additif, aucun colorant. Bien entendu, les briques qu'on fait aujourd'hui ne sont pas les mêmes, ce n'est pas celles qu'on faisait il y a 100 ans. Et aujourd'hui, nous avons effectivement des briques qui sont parfaitement aux normes et adaptées à la construction parasismique. On a sorti ces produits-là depuis à peu près 6-7 ans maintenant. Donc c'est un produit complètement naturel et à ce titre, elle répond parfaitement aux exigences d'économie durable
qu'on aura de plus en plus maintenant dans la construction. Et puis, l'enveloppe, c'est les façades. Donc, avoir des matériaux qui ne retiennent pas la chaleur. Le bois, c'est très intéressant. Le béton doublé de bois, oui, mais le parpaing tout seul, par exemple, le béton armé tout seul, c'est pas intéressant. Le béton armé, c'est une pile thermique qui va stocker et va vous remettre le soir. Et puis, il y a les ouvertures. Alors, selon la disposition, le niveau en appartement, les baies, surtout les baies vitrées, peuvent amener beaucoup de chaleur, mais tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'il faut les protéger, quitte à mettre des parasoleils, des volets, des systèmes qui permettent de casser cette chaleur-là, ce rayonnement-là, et puis de préférence utiliser des menuiseries à lame opaque et ventilantes qui permettent de régler la température. Alors, comme on le voit, hein, cette façade qui est la plus exposée par rapport au soleil couchant est plus protégée que les autres sur le plan thermique. Alors, on constate effectivement que toute la partie du soubassement qui constitue de murets enduits de chaux normalement sur les autres façades est recouvert des centres qui constituent un bon isolant thermique. Les trumeaux aussi sont recouverts des centres et la partie supérieure est constituée de persiennes opaques mais mobiles. Hein. Le bois a toujours été utilisé dans l'habitat traditionnel, autant pour le bardage, la charpente ou les ouvertures que pour l'ameublement. Ces essences d'origine européenne ou tropicale font l'objet actuellement d'une réglementation stricte pour le respect de l'environnement. De nos jours, on sait que le bois est le matériau le plus écologique qui existe. C'est un matériau qui devient moderne à cause de l'évolution de la planète et des dangers de toutes sortes. Ici, donc, nous avons une réalisation, une maison bois avec un bardage en pin traité, classe 3. Dans ce cadre, le bardage s'arrête à hauteur des murets, marqué par cette pièce d'appui qui rappelle bien la maison traditionnelle en bois, la maison créole. Alors bien sûr, dans un souci de traçabilité et de développement durable, toutes les parties font bien appel à un contrôle, donc une traçabilité dans le cadre du marquage CE et du label CTBI. Bon, nous sommes dans la forêt domaniale de Reculé. Alors cet arbre-là, c'est un arbre qui doit avoir une 50aine d'années. Et il est marqué et vendu par l'Office national des forêts. On peut tout faire avec, à partir de la maison, des meubles, de la menuiserie et tout. Voilà. Alors, on va l'abattre. On va commencer par décortiquer, sortir les contreforts. Après, on donnera l'entaille et après, il passera derrière pour le faire tomber. Alors, venez, je vais vous montrer ce que c'est. Allez. Bon, allez, on va commencer à décortiquer. Alors, nous sommes dans une commune du Sud et dans une portion de rue qui montre un témoignage des maisons traditionnelles urbaines de l'époque. Alors, c'était des maisons généralement construites en bois, en bonne, qui favorisaient surtout la ventilation traversante sur 2 ou 3 façades parce qu'elles ne pouvaient pas le faire sur l'ensemble des façades. Alors, on trouve quand même de très beaux témoignages, même si elles sont un peu abîmées du fait de leur âge, mais avec les matériaux d'origine, les décorations. Cet exemple, par exemple, est très important. On voit aussi toujours la même sculpture au bois sur un solage en maçonnerie, avec beaucoup de persiennes plus hautes que larges qui s'intègrent dans l'ossature en bois, avec beaucoup de persiennes à la mobile qui permettent de moduler la ventilation. On peut observer chez certaines aussi la mise en place de casquettes qui permettent d'écarter l'eau de pluie de la façade et en même temps de protéger les piétons qui passent. Donc c'était vraiment des maisons qui étaient adaptées au climat mais en même temps à leur fonction dans la ville. L'habitat moderne voit la réapparition d'éléments architecturaux du passé. Ici, dans une résidence, des persiennes protégées par un auvent, des impostes au-dessus de la porte des chambres. Tout concourt au bien-être des habitants.
Vivre dans cet appartement, c'est très agréable. On bénéficie d'un confort naturel, à savoir une ventilation, pas besoin de climatisation, de ventilateur. Nous sommes vraiment dans une démarche bioclimatique, on va dire. On aurait pu dire, je dis bien, on aurait pu se dire, est-ce que je ne suis pas dans une villa ou pavillon, maison individuelle? Mais on se dit que non, parce que maison individuelle ne veut pas dire maison aérée. Pas du tout. Maison individuelle, c'est une maison individuelle, un appartement en est un. Ce sont des types de logements. Toutefois, le confort, l'aération, la ventilation dépend de la manière qu'est situé le logement vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la mer, vis-à-vis du climat, on va dire. Affolement général. Voici la réaction de la majorité des personnels dans les bureaux. Tout le monde quitte les bâtiments dans la panique totale. La durée de la secousse est vécue comme une éternité. Beaucoup sont en état de choc, d'autres sont victimes de malaise. Quelques minutes plus tard, les rues du centre-ville sont prises d'assaut, chacun cherchant une explication. Le réseau téléphonique est saturé. Puis c'est l'incroyable découverte à la vue du bâtiment, celui de la SGBA, la Société Générale. Des fissures nettes, un périmètre de sécurité empêche la circulation. Le personnel à l'extérieur est traumatisé. Il n'y a pas eu de blessés. Les secousses étaient très fortes. Et nous, on est dans un immeuble plus ou moins ancien, donc on a bien ressenti ça. J'étais dans ma maison le jour du 29 novembre 2007. Et donc quand les secousses ont commencé, je me suis réfugiée sous un gros meuble. J'ai entendu beaucoup de bruit autour de moi. J'ai eu l'impression que la maison tournait et pliait en même temps, gîtait comme un bateau. Quand ça a été terminé, je suis sortie et à ce moment-là, la gendarmerie qui faisait une ronde m'a dit de ne pas remonter dans mon domicile. Ce jour même, à 17-18 heures, je suis donc partie avec mes enfants et puis deux sacs de documents qui pouvaient me servir pour le lendemain me rendre pour déclarer les faits, quoi, voilà. Alors nous sommes ici dans un bâtiment qui a été construit dans les années 70, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas de connaissances suffisantes pour faire de la construction parasismique. En revanche, en 2009, il est inacceptable de ne pas respecter des règles qui permettent d'une part de sauver des vies, mais même lorsque les bâtiments ne s'effondrent pas, d'éviter des drames familiaux comme nous en avons pu en voir pour certaines familles ici en Martinique, mais également lors du séisme des Saintes en Guadeloupe. Alors, la construction parasismique, c'est un ensemble de choses qui font que le bâtiment va résister aux secousses. La première chose, il faut connaître le sol d'implantation du bâtiment. Il y a des sols qui sont tout à fait favorables, d'autres qui sont plus délicats à traiter. C'est une première décision, il faut faire des études de sol. Ensuite, l'ingénieur va faire des plans en concertation avec l'architecte qui va décider de l'implantation des murs, sachant que les murs vont devoir résister au séisme. C'est la première partie du bâtiment qui doit résister au séisme. Bon, nous avons donc ici des volumes pour lesquels nous avons surtout tenu compte de la réglementation parasismique et paracyclonique, compte tenu des formes. Nous voyons ici très bien les éléments qui sont apparents, qui sont des éléments de contreventement. Il faut que les ouvertures se retrouvent un minimum 1,20 m des angles. Nous avons des panneaux renforcés qui sont censés apporter la résistance nécessaire en cas de séisme. Les planchers vont assurer la cohérence entre tous les murs. L'ensemble du bâtiment va avoir des déformations qui seront contrôlées et c'est ce qui va éviter la dislocation. La prédale sert à faire des planchers pour des villas, des maisons individuelles, des bâtiments collectifs et des bâtiments administratifs. Toutes les prédales que nous fabriquons sont sur mesure. Il y a un plan de préconisation qui est systématiquement fait, qui répond à des réglementations strictes au niveau du calcul de prédales, notamment au niveau du calcul parasismique. Les prédales que nous fabriquons sont CE. Pour fabriquer de la prédale, il faut avoir la certification européenne. Dans cette zone qui est une zone à haut risque sismique, nous avons un certain nombre de paramètres à vérifier, des paramètres que nous garantissons. En clair, nos aciers doivent présenter des caractéristiques minimales de résistance et des caractéristiques minimales d'allongement pour permettre aux constructions de résister en cas de séisme. Jusqu'à récemment, en Europe, il n'y avait pas d'acier répondant aux normes sismiques produit comme nous le faisons. Nous avons dû adapter
notre process, adapter, y compris avec notre fournisseur, les compositions chimiques de nos aciers. Et de ce fait, nous avons été la première entreprise européenne à obtenir une certification pour nos aciers, une certification, on va dire, qui permet de garantir que nos aciers correspondent aux classes B, qui sont les aciers qu'on doit utiliser en zone sismique. Une fois qu'on a vu ces principes-là, il y aura les détails d'exécution qui seront d'assembler correctement, mettre les armatures de façon à ce qu'aucune dislocation ne puisse se produire pendant les secousses. En écologie, le but est de veiller à l'équilibre des écosystèmes, c'est-à-dire aux relations harmonieuses entre les êtres vivants et le milieu où ils vivent. Cela passe entre autres par une utilisation consciente des ressources offertes par notre planète Terre, le soleil, l'eau, le vent, par le tri des déchets et par la qualité de ce que nous produisons ou de ce que nous consommons. Le soleil, nous, ça nous intéresse avec notre maison, avec le système solaire, on est toujours content. Quand il pleut, ça remplit notre citerne. Quand il y a du soleil, ça charge nos batteries. Et l'air, on a besoin d'air tout le temps. Et c'est vrai qu'on est plus en harmonie avec notre environnement. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Il me parle de lumière, mais en même temps du soleil. Bah oui, si on avait les moyens, on se ferait même un panneau solaire pour essayer de récupérer donc l'énergie pour faire de l'électricité. En ce qui concerne l'énergie solaire, il y a deux façons d'utiliser l'énergie solaire. Il y a l'utilisation avec les panneaux photovoltaïques. Là, on produit de l'électricité. C'est pour alimenter les équipements de la maison, par exemple. Et vous avez les panneaux solaires, dits les solaires thermiques. C'est-à-dire que là, avec ça, on fait de l'eau chaude. Alors là, on peut voir ces deux types de panneaux sur le toit. Et terrain là, donc c'est un terrain non viabilisé. Et c'est la raison pour laquelle nous savons que là, il n'y a ni problème, ni solution. On y a un modèle de centrale qui, pendant les têtes nous là, qui est plus puissant parce que toute qualité modèle central nous peut imaginer, soleil là. Donc, c'est capté en infime bordie d'énergie là, d'y mener par tout un système technique qui est de plus en plus maîtrisé. Donc, on va mener dans des batteries. Et ensuite, on a tout un système qui a monté en 220 volts pour pouvoir utiliser tes appareils, n'importe qui appareil, ou qu'on l'achète dans n'importe qui magasin qui a un appareil électroménager, on peut utiliser n'importe qui appareil électroménager. Quand on utilise un fer à repasser, ça doit être impérativement quand il y a du soleil. Autrement dit, tout ce qui est mangeur d'énergie, type sèche-cheveux, ou fer à repasser, ou machine à laver la vaisselle ou le linge, ça ne doit se faire que le jour. Ça les contraintes. Par contre, s'il y a une grève EDF, nous ne sommes pas concernés. Quand il y a eu DIN, pendant que tout le monde pleurait, n'avait pas d'énergie, nous, pendant 3 semaines, on avait de la lumière. Il y a tout un système de gestion, donc il y a des appareils, des voyants, c'est qu'on porte-monnaie en fait. Au cas où ouvert porte-monnaie, on sait combien on peut dépenser, soit acheter, soit on peut acheter, qui on peut faire, qui on peut pas faire. Toute notre électricité vient du solaire. Donc il faut aussi réfléchir et optimiser un maximum par rapport à comment on va utiliser cette énergie, puisque là, on n'a vraiment pas le droit au gaspillage. Par rapport à la machine, on a un chauffe-eau solaire. Donc toute notre eau chaude est produite par l'énergie solaire. On a raccordé cette eau chaude à notre machine à laver. Et il suffit ici que je règle le thermostat pour choisir la température de ma machine. Après, je lance ma machine, normalement, comme tout le monde. Je mets sur ma température la plus basse et elle tourne. Par contre, par rapport au mode de vie, on est obligé de choisir des appareils électriques de classe A. C'est des appareils qui consomment beaucoup moins d'énergie et comme ça, on sait qu'on aura plus d'énergie, soit pour la télévision, soit pour les ventilateurs la nuit. Tu travailles. Donc là, c'est comme j'espère tous les Martiniquais, dans l'éclairage, c'est le même esprit. J'utilise des LBC pour pouvoir économiser le plus de courant possible. Alors donc, on a la possibilité d'allumer le LBC
Et l'aspect particulier, c'est qu'en plus du LBC, on a les LED. Les LED, c'est des ampoules qui consomment encore beaucoup moins que le LBC, mais qui n'a pas la même lumière, qui est un peu plus ponctuelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est la possibilité d'avoir les deux. Faire le choix d'avoir une telle installation demande un investissement, puisqu'il y a les panneaux solaires, il y a les batteries, et puis il y a aussi le chauffe-eau solaire. Mais il faut savoir qu'on récupère 50% de son investissement par le crédit d'impôt. Et puis en plus, on ne paye pas de facture d'électricité. J'ai un double système, de la production photovoltaïque qui est vendue directement au réseau, mais aussi un jeu de batterie couplé à ce système qui me permet, en cas d'intempérie, en cas de coupure prolongée, d'être totalement autonome. Jusqu'au XXe siècle, chaque maison créole pouvait avoir sa citerne. Puis, l'État en interdit l'usage à proximité des habitations dans le cadre de la politique d'assainissement et de lutte contre la prolifération des moustiques. Les coupures d'eau dues aux périodes de sécheresse ont permis de nouveau l'autorisation d'utiliser ces citernes avec quelques restrictions. La récupération de l'eau de pluie pour des usages domestiques et non alimentaires. Après l'esclavage, c'est pour monter vivre dans les mondes, puis j'étais plus tranquille. Alors, une fois qu'ils monté dans les mondes, pas tenir robinet, les monter là. Hein. Alors c'était défricher, mettre quand à l'aise et puis créer de l'eau même eux-mêmes. Hein. Alors pour créer de l'eau, il faut donc toujours fouiller ma avant et puis attendre les là puis tomber les plein. Ben bon, là tout le monde a pu trouver de l'eau puis au boire, puis au laver, puis au fait toute bagaille dedans quoi. Parce que ça c'était pour moi une source de vie aussi. Parce que si on pas de l'eau, on pas de la vie. Bon, ici nous avons la source parce que nous tout à l'heure nous ouais en bas, mais là c'est la source là. Parce que dès pas arrêté de l'eau dans ma, à ce moment-là, nous avons descendu la source là chercher de l'eau quoi. Alors nous toujours à trouver un petit côté de l'eau qui sorti en bas terre. Alors c'est là nous avons récupéré de l'eau pour mettre dans le caille là, pour nous vider dans le jar, pour être toujours frais dans le caille là quoi. Alors côté là nous pas de bain, nous pas de petit cribiche là, nous pas de faire rien là quoi, parce que là c'est interdit que c'est là de l'eau boire à prendre quoi. Toute cette eau récupérée peut nous faire quand même une réserve assez importante. Et donc, toute cette eau est récupérée ici, dans la citerne que vous voyez là. Donc, c'est une citerne qui fait 25 mètres cubes. Aux sorties des gouttières, toutes les eaux collectées de la toiture vont jusqu'à une citerne semi-enterrée. Cette citerne me permet donc d'alimenter un tuyau pour le lavage de la voiture, l'arrosage. Et également me permet d'alimenter les toilettes, donc avec ce réseau qui est enterré et qui rentre dans la maison ici et qui alimente les deux toilettes de la maison. Là, c'est ma citerne, comme de plus en plus les gens installent les citernes. C'est une citerne que j'ai installée dès le début, il faut prévoir ça dès le début. Ça permet de faire un réseau spécialement d'eau de pluie. Et c'est vrai qu'économiquement, c'est intéressant. Et avec les coupures que nous, on subit régulièrement, quand vous avez l'eau de pluie à alimenter les WC avec, ben c'est intéressant. L'importation massive de produits de consommation a sonné le glas du jardin créole. Délaissant peu à peu cette pratique ancestrale qui date de l'esclavage au profit des supermarchés de la restauration rapide, le Martiniquais tente toutefois depuis peu de retrouver ses racines. L'enjeu est de taille, le foncier se raréfiant et la terre s'avérant de plus en plus polluée. Nous utilisons un lot matériaux, nous utilisons un lot bagaille. Et tous ces matériaux, nous considérons que c'est des matériaux qui encombrent nous, et qui ne sont pas biodégradables premièrement. Et puis là, nous avons force d'utiliser des matériaux, ou quoi, ça obtenir avant, il était plus bon que ça, on va mettre quoi. Oui, pour moi, c'est biodégradable à 100%. Hein. Parce que si on se parler qu'il est là encore, on les demande, moi changer côté, je pas envie là encore, je changer côté. Alors quand il est là, je peux brûler, si moi et puis tout ça, on a viré ton bâtiment à 30 ans, sans fertilisant, il y a désinfecté, mais sans fertilisant aussi, bâtiment. Et là, on peut reconstruire un jardin, même côté maintenant. Parler du jardin créole aujourd'hui s'avère 1000 fois plus nécessaire que par le passé. Puisque quand on sait ce qui s'est vu aujourd'hui, en entendant les informations, 1 milliard d'êtres humains qui meurent de faim et qu'on sait à quoi ça a servi le jardin créole par le passé, on s'en rend compte aujourd'hui comment il est nécessaire d'y revenir. C'était un petit lopin de terre que la famille disposait avec parfois 8-10 enfants à laquelle ils associaient tout. Dans le jardin créole, on trouvait la banane, on trouvait les concombres, on trouvait du maïs, on trouvait du piment,
On trouvait différentes variétés de pois, puisque aussi le pois, on a bien aimé tout cela. On trouvait de la patate douce, on trouvait du giomon, on trouvait du gombo, on trouvait différents types de choux, que ce soit les dachines ou le chou caraïbe. Donc on trouvait des pois. Dans le jardin créole, on n'utilisait pas de produits de synthèse. On avait le mouton qui donnait le fumier ou parfois le bœuf également, le cochon, le lapin. Donc on n'utilisait pas ces genres de produits. Ce qui fait qu'on avait une alimentation de qualité qui dit aussi une santé de qualité. C'est même mieux avant de mettre un garage, avant de mettre une grosse voiture, au lieu de prendre cette parcelle pour mettre du béton, hélas, moi je pense qu'il vaut mieux le transformer en jardin. Si aujourd'hui on veut faire des concombres sur son balcon, c'est une chose qui est 100% possible puisqu'on fait des grands arbustes. Par le passé, dans les caisses à morues à la ville, les gens faisaient leur oignon pays, leur thym, leur laitue, leur chou paumé, pas mal de choses. Bon, je connais des gens qui font de la patate douce sous leur balcon. Le citadin a une frustration du fait qu'il n'est pas à la campagne. Il faut qu'il aille chercher le végétal. Donc, il est intéressant d'amener le végétal chez lui, en plus qu'il s'en occupe, et qu'il ait cette relation qu'on lui avait enlevée. Deuxièmement, il y a la possibilité de faire un petit jardin productif. On peut très bien produire dans une demi-douzaine de bacs comme ceci, produire un petit peu, pas de quoi alimenter toute l'année une famille, mais de quoi... la salade, par exemple. De la salade, par exemple, et d'autres choses qui permettent de ne pas être coupé d'une production si petite soit-elle. Faire 2 têtes de laitue, pour le prix que ça coûte, bon. Et puis, vous voyez, c'est pas beaucoup de place, hein, donc on met ça, un peu de patience, on attend 2 ou 3 semaines, et puis on a sa tête de laitue, tout simplement. Je consomme local parce que déjà, je sais ce que je mange. Ça, c'est très important. Donc, ça participe un peu à l'action solidaire que tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire faire travailler son voisin qui, lui, peut-être, va faire travailler quelqu'un d'autre et tout le monde sera content. Et là, tout est local, hein, donc des goyaves qu'on a utilisées du jardin aux panneaux solaires qui ont fabriqué l'énergie qui a fait fonctionner le moteur. Quand nous achetons local, nous achetons un produit qui a été fait par nous. Si vous achetez un meuble fait par un artisan martiniquais, vous contribuez au développement du pays. Parce que vous avez acheté un meuble, ça même s'il est plus cher, mais ce meuble-là que vous avez acheté, vous distribuez des salaires sans le savoir. Parce que moi, j'ai vendu mon bois, j'ai distribué des salaires à mes salariés. L'ébéniste qui a fait ces meubles ou ces menuiseries, il distribue des salaires à ses salariés. Je vous parie tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais trouver un meuble en mahogany dans une poubelle. Quand on achète un meuble fait avec notre bois, c'est à vie. Ici, c'est du poirier local, poirier de la Martinique. Hein? Donc, vous avez plusieurs sections aussi. Donc, vous voyez le bois, là, c'est bien séché. Bon, le bois local, c'est vrai que les termites n'attaquent pas ce bois. Et du fait que c'est à la nature, vous voyez, il y a le soleil, il y a le vent dessus, donc c'est mieux. Ici, vous avez le silo. Le silo, à l'intérieur, a été emmagasiné toutes les copeaux, toutes les poussières. Donc, avec un système de filtre, donc on protège déjà l'environnement parce que c'est très important pour nous. Vous voyez les déchets, chez nous, tout est recyclable. Parce que les déchets là, il y a des gens qui viennent chercher pour faire à manger, pour cuire des pizzas. Je trie également mes bouteilles, hein, mes plastiques, avec le soin quand même de trier les bouchons. Donc les plastiques, les bouchons. Là, on a un autre exemple d'écologie assez intéressant, puisque moi, je dis que c'est un double geste écologique. Le premier, c'est récupérer le pneu, le transformer, en faire autre chose, parce qu'une fois qu'il est usé, c'est une charge. Et puis deuxièmement, là, on va pouvoir avoir un récipient
multi-usage et vraiment dans le jardin pour 10 ans. Hein. C'est du pneu. Et les pelures, au fur et à mesure, les épluchures, les restes de jardin vont permettre de constituer un très bon compost. Au bout de 3 mois, vous avez un compost qui est constitué. Quand on a construit cette maison, donc on a commencé une démarche écologique. Et c'est vrai qu'avec les grèves, ça nous a fait, on a été obligés aussi d'aller un peu plus loin dans cette démarche, puisqu'il a fallu qu'on gère nos poubelles. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un compost. Quand on ne faisait pas le compost, on avait 4 sachets de poubelle par jour. Et on faisait le tri. Et maintenant qu'on fait le compost, on a un sachet poubelle par jour. Un petit sachet poubelle. J'essaie de mettre le moins possible de déchets cuits, je mets plus des épluchures, tout ce qui est déchets, parce que quand même j'ai quelques voisins, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est cuit, au bout d'un certain temps, avec les odeurs, bon, on a du mal à rester, donc je mets tout ce qui est... je mets un peu de cuit, je mets du cru et je mets un petit peu de reste de tondeuse, des feuilles vertes, des choses comme ça. C'est un petit compost. Hein. Le grand monde comprend Tirmaï, c'est ailleurs. Mais la vie, pas dit ça. Tirmaï, c'est riche la terre, c'est riche la vie. La Maison de Demain, c'est une association entre tout ce qui est nouvelles technologies et puis environnement. Ce serait vraiment une maison réfléchie. En fait, une maison beaucoup plus proche de la nature, avec une certaine harmonie. En 2009, la première maison entièrement en bambou, construite par Bambou Habitat en Martinique, vient de recevoir la certification française pour les normes parasismiques et paracycloniques. Il s'agit d'une première en France et en Europe. Ce bâtiment, c'est la synthèse de la nature, la synthèse du culturel et de la technique. Nous avons, lorsque nous avons reçu ce bâtiment, amélioré en adaptant aux réalités martiniquaises, aux réalités climatiques. Le kit vient du Vietnam, mais l'ambition affichée par l'association de promotion du bambou est de produire et d'exploiter localement ce roseau tropical. Le bambou a un bel avenir, matériau utilisé depuis des siècles et des siècles dans les pays asiatiques. Maintenant, l'Europe a compris que le bambou peut lui apporter énormément de choses. Nous sommes en plus un petit pays qui ne produit pas grand-chose, mais si nous arrivons déjà à fabriquer des maisons en bambou, à faire des objets en bambou, nous arriverons sans doute plus tard vers même une exportation de produits en bambou. La maison du futur, je la vois évidemment avec l'énergie solaire et éolienne, mais je la vois peut-être pas en circuit individuel, mais plutôt un logement collectif. À cause de la démographie et de la surface de la Terre qui n'est pas extensible, il faut qu'on commence à imaginer des quartiers en hauteur. Nous faisons partie, avec mon équipe, d'un réseau qui cherche dans ce sens-là, un réseau international qui cherche dans ce sens-là, à savoir des écoquartiers qui seront caribéens, qui seront d'ailleurs. Les immeubles vont monter, on en est pratiquement sûr, et les surfaces cultivées et les surfaces en plantes, elles vont réduire. Donc la verticalité, c'est une des solutions à aborder, aussi bien à l'intérieur de la maison, puisqu'on peut avoir un jardin de décoration dans une salle, que ce soit le salon ou quelle que soit la salle de bain ou autre de la maison. Mais on peut très bien imaginer aussi que le toit va aussi bénéficier de ce genre de couverture, de façon à avoir une bonne isolation. Quand il pleut phoniquement, on n'entendra plus la pluie sur le toit. Et au niveau solaire, là aussi, une bonne isolation. Les rayons du soleil vont profiter aux plantes sans chauffer le toit plat qui, bien sûr, souvent chauffe. Je crois et j'espère que l'architecture du futur sera enfin le résultat de la concertation
de toutes les disciplines. Le collège Robert III, ouvert en 2008, est le premier collège à énergie positive de la Martinique, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie qu'il n'en produit, alliant notamment une architecture bioclimatique innovante à la production d'électricité photovoltaïque. Il répond aux 14 points de la certification haute qualité environnementale. Ce bâtiment public témoigne de manière exemplaire de ce que pourrait être l'architecture de demain. Concernant la ventilation elle-même, donc nous voyons que les façades sont largement perméables avec un système de jalousie, ce qui permet d'accélérer la circulation du vent. Nous avons aussi une écope ici qui permet l'évacuation de l'air chaud. Concernant le problème acoustique, donc nous l'avons résolu par la pose de ces dalles qui permettent d'absorber les bruits de réverbération. Voilà. Alors un point qui est important aussi, c'est que ces grandes baies permettent de garder un éclairement naturel durant quasiment toute la journée, ce qui permet de faire de sérieuses économies en termes d'énergie, puisqu'on sait qu'un collège est très énergivore. Je crois que là, les salles, le calcul qui avait été fait au moment de la conception, on est environ, selon les salles, entre 70 et 90% d'autonomie en lumière naturelle, ce qui est quand même extrêmement appréciable. Alors la notion d'énergie positive est donc que le collège puisse produire à travers ses photovoltaïques ce qu'il dépense en énergie. Les particularités du collège, qui sont HQE et qui sont liées au développement durable, vont nous servir de support pour faciliter l'enseignement en question. Dans chaque classe, il y a l'élection de l'éco-délégué. Donc tous les élèves ne se sentent pas forcément concernés. C'est comme l'école, c'est une petite société. Il y a quelques élèves qui sont concernés dans un plus grand groupe. Finalement, ce sont ceux dont les parents eux-mêmes se sentent concernés, ceux dont les parents ont une voiture hybride, par exemple. Bon, finalement, ceux-là sont déjà sensibilisés, donc sont plus réceptifs au message que nous leur transmettrons et pourront le transmettre à leurs camarades. Il y a bientôt pas loin de 7 milliards d'habitants sur la planète. Eh bien, quel que soit l'endroit où on travaille, on doit penser chaque jour à ces 7 milliards. On ne doit plus travailler pour une petite sphère, on doit travailler pour la sphère globale. Il faut gérer l'adaptation et la joie de vivre pour tout le monde avec les techniques qu'on a, les matériaux qu'on a, et dans le respect de l'évolution de la planète et de ses habitants. Je crois que c'est la moindre des choses. C'est pas plus, mais c'est la moindre des choses. Donc, vous allez arrêter là. Hein? Vous avez suffisamment avancé, je pense. Donc, avec votre plan et vos petits croquis, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, vous allez vraiment... Yo dit tout non à sous la terre. C'est même l'eau l'amour, yo caboué. Ça qui devant, ça qui derrière. Nous tous ces noms à sous la terre. C'est même lumière qu'a fait nous.